L'histoire se déroule comme un récit captivant, tissant ensemble des moments de triomphe et de tragédie. Pourtant, cachés dans ces pages, se trouvent les murmures envoûtants des 20 faits historiques terribles, enveloppés d'ombre et rarement évoqués. À l'école, il est interdit de parler de ces 20 faits historiques terribles, comme si ces épisodes sombres étaient effacés de notre mémoire collective. Des massacres oubliés aux conspirations dissimulées, les pages de l'histoire renferment des horreurs qui défient notre compréhension de l'humanité. Quels secrets se cachent sous la surface, voilés par le silence? Comment l'omission de ces récits affecte-t-elle notre compréhension du monde? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour explorer les 20 faits historiques les plus horrifiants qui ont été cachés des salles de classe. Numéro 20, la peste dansante. Dans la charmante ville de Strasbourg, en 1518, un événement étrange s'est produit, la mystérieuse peste dansante. Imaginez ceci. Madame Tropa, pour des raisons inconnues, sort de chez elle et commence à danser dans la rue. Ce qui commence comme une performance solitaire se transforme rapidement en un spectacle bizarre, alors que des spectateurs curieux se joignent à elle. La fièvre dansante contagieuse se propage comme une traînée de poudre, les gens tournoyant jour et nuit. Alors que l'épidémie dansante s'aggrave, les autorités locales, perplexes et inquiètes, décident d'intervenir. À cette époque, les pratiques médicales étaient très différentes, souvent axées sur des traitements non conventionnels. Ils ont d'abord tenté d'héberger les malades dans un bâtiment désigné avec de la musique en direct, pensant que la puissance des mélodies pourrait les guérir. À leur grand désarroi, la danse a persisté. Déterminés, ils ont alors recours à la pratique ancestrale de la saignée. Mais cela s'est avéré inefficace. Face à une crise croissante, les autorités ont élaboré un plan drastique, rassembler les danseurs et les escorter hors de la ville. Miracle, cette mesure peu conventionnelle semble avoir fonctionné, mettant fin à la propagation de cette étrange maladie. Curieusement, Strasbourg n'était pas la seule scène de cette saga dansante bizarre. Des épidémies similaires ont été documentées au XIVe siècle en France, au XVe siècle en Belgique et même au XIXe siècle à Madagascar. La cause de cette mystérieuse affection demeure une énigme pour les scientifiques. Certaines théories évoquent une intoxication alimentaire de masse, notamment due à un champignon appelé ergot, connu pour ses propriétés psychoactives. Numéro 19. Les véritables origines de Cléopâtre. Cléopâtre VII, la dernière souveraine du royaume antique d'Égypte, est souvent dépeinte comme une reine égyptienne fascinante. Contrairement à cette image, ses origines ne sont pas égyptiennes. Elles remontent aux racines macédoniennes grecques. Son arbre généalogique s'entrelace avec celui de Ptolémée, un général des rangs d'Alexandre le Grand, qui a finalement accédé au trône d'Égypte après la mort d'Alexandre. Ce qui rend Cléopâtre particulièrement intrigante, c'est son approche peu conventionnelle de l'identité. Contrairement à ses prédécesseurs, elle n'a pas hésité à embrasser la culture égyptienne. Cléopâtre se distingue comme la première dirigeante à apprendre les subtilités de la langue égyptienne. Sa capacité à mêler harmonieusement son héritage grec hellénistique aux riches traditions égyptiennes ajoute une couche de complexité à sa personnalité historique. La fascination pour Cléopâtre réside dans sa maîtrise de la navigation entre les frontières culturelles, créant un mélange captivant d'influences grecques et égyptiennes. En ce faisant, elle est devenue la preuve vivante de la nature multifacette de l'identité culturelle dans les récits historiques. L'histoire de Cléopâtre est une exploration fascinante de la manière dont une dirigeante, malgré ses origines étrangères, a réussi à s'intégrer dans le patrimoine égyptien, laissant une empreinte indélébile dans le tableau historique. Numéro 18. La partition de l'Inde et du Pakistan. En 1947, une transformation sismique et violente a bouleversé l'Empire britannique des Indes. Imaginez une scission colossale en deux nouvelles nations, l'Inde et le Pakistan. Mais cette division n'était pas un simple changement. Ce fut une déchirure brutale le long de lignes religieuses, déclenchant une migration massive sans précédent. Cette opération n'était pas fluide, loin de là. La décision de diviser le sous-continent semblait précipitée et mal pensée, ignorant les réalités complexes des communautés vivant ensemble. Lorsque les frontières tracées à la hâte se sont matérialisées, la panique a envahi la région. Hindous, sikhs et musulmans,
craignant d'être piégés du mauvais côté, se sont précipités pour traverser les nouvelles frontières. Ce qui a suivi fut un chaos total. Un cycle de violence terrifiant a éclaté. Des foules ont ravagé des villes et des villages, commettant des actes indicibles. Même les trains transportant des réfugiés désespérés n'ont pas été épargnés, devenant des cibles et laissant derrière eux une traînée de morts. Le bilan fut effroyable. Entre 200 000 et 2 millions de vies perdues et 14 millions de personnes déplacées. Numéro 17. Démêler plus de 600 complots contre la vie de Fidel Castro. Fidel Castro, l'ancien dirigeant de Cuba, n'était pas étranger au danger, ayant affronté un nombre stupéfiant de plus de 600 complots visant à mettre fin à sa vie. Bien que le chiffre exact puisse être sujet à débat, il ne fait aucun doute que de nombreuses tentatives ont été faites pour éliminer Castro, allant des opérations secrètes menées par des agences de renseignement à des plans plus directs et élaborés. Ces complots prenaient diverses formes, des opérations discrètes aux confrontations ouvertes. Certains consistaient à empoisonner sa nourriture, à contaminer sa combinaison de plongée avec un champignon nocif pour la peau, à des attaques de snipers, et même à tenter de faire exploser son podium pendant un discours. L'un des plans les plus célèbres a été conçu en 1960, un an seulement après l'accession au pouvoir de Castro, lorsque la Central Intelligence Agency, CIA, a essayé de l'éliminer en ajoutant une toxine mortelle, le botulinum, à ses cigares préférés. Malgré ses critiques véhémentes contre les systèmes capitalistes et son engagement en faveur des principes socialistes, Fidel Castro a réussi à déjouer ces menaces. Son leadership charismatique, son défi ouvert à ses ennemis et le soutien à sa cause l'ont placé sur la liste noire de divers pays et agences. Pourtant, Castro a vécu jusqu'à l'âge remarquable de 90 ans, s'éteignant paisiblement de causes naturelles, que ce soit grâce à des protocoles de sécurité rigoureux, à des réseaux de partisans fidèles ou simplement à une bonne dose de chance. Fidel Castro a habilement échappé à la poursuite incessante de ses ennemis étrangers tout au long de sa vie mouvementée. Numéro 16. Napoléon Bonaparte, taille et malentendu. Une idée reçue largement répandue entoure Napoléon Bonaparte, le célèbre empereur français, et concerne sa taille. Beaucoup croyaient qu'il était plutôt petit, mesurant à peine 5 pieds 2 pouces à sa mort. Cependant, cette notion repose principalement sur une mauvaise interprétation. La confusion provient du fait que la mesure avait été initialement enregistrée en pieds français, qui étaient plus longs que leurs équivalents anglais. Une fois converti au système anglais, la véritable taille de Napoléon était d'environ 5 pieds 7 pouces, ce qui était en fait au-dessus de la taille moyenne des hommes en France à son époque. Ce malentendu sur la taille de Napoléon a été amplifié par l'influence des caricatures britanniques. Ces dessins humoristiques visant à ridiculiser Napoléon ont exagéré sa petite taille, perpétuant l'idée reçue. Bien que cela puisse sembler un détail insignifiant, cette méprise courante sur la taille de Napoléon rappelle puissamment comment les préjugés et les erreurs peuvent s'ancrer dans nos récits historiques. Elle souligne l'importance de remettre en question les croyances populaires et d'approfondir les récits historiques pour découvrir la vérité derrière des détails apparemment anodins. Numéro 15. Les dentiers de George Washington. L'histoire de George Washington dépasse son talent présidentiel. Reconnu comme le premier dirigeant des États-Unis, Washington incarne une figure emblématique de l'identité américaine. Cependant, un chapitre méconnu de sa vie, enfoui sous le voile du temps, révèle une lutte silencieuse liée à sa santé dentaire. Dès ses jeunes années, à l'âge de 20 ans, Washington fut frappé par une affliction mystérieuse qui lui fit perdre ses dents une par une. Lorsqu'il accéda à la présidence en 1789, il ne lui restait qu'une seule dent. Conscient de l'impact de son apparence, Washington fit appel au docteur John Greenwood, un pionnier de la dentisterie. Contrairement à la croyance populaire, les dentiers de Washington n'étaient pas faits de bois, un mythe persistant de l'histoire. En réalité, Greenwood conçut 4 dentiers pour le président, les fabriquant à partir d'un mélange de matériaux, des os d'hippopotame, de l'ivoire d'éléphant et même des os humains, le tout monté sur une plaque en or. L'ingéniosité de Greenwood marqua un jalon dans l'histoire de la dentisterie en introduisant la fabrication de prothèses dentaires en ivoire. Ces dentiers sur mesure permirent à Washington de se présenter en public avec assurance et de prononcer ses discours avec clarté.
Aujourd'hui, des répliques des dentiers du président, réalisées avec un soin minutieux, sont exposées dans des musées à Baltimore et à New York, établissant un lien tangible entre le passé et le présent. Numéro 14. Le gouvernement a empoisonné de l'alcool. En 1926, le gouvernement américain a décidé de s'attaquer à la montée de la consommation d'alcool pendant la Prohibition, avec une approche pour le moins discutable. Ils ont lancé ce qu'ils appelaient une expérience noble, qui consistait essentiellement à ajouter des produits chimiques nocifs à l'alcool. Imaginez cela. Ils n'ont pas seulement augmenté la quantité de méthanol dans l'alcool, mais ont aussi ajouté du benzène et du mercure pour couronner le tout. L'idée était de dissuader les gens de boire. Cela semble extrême, non? Avec le recul, ce n'était certainement pas la meilleure option. Étonnamment, la stratégie a eu l'effet inverse. Au lieu de réduire la consommation d'alcool, les gens étaient encore plus déterminés à obtenir de l'alcool, même si cela signifiait consommer des breuvages dangereusement empoisonnés. C'est un peu comme dire à quelqu'un de ne pas appuyer sur un gros bouton rouge. Il le fera forcément. Les conséquences furent dévastatrices. En 1927, 41 personnes ont perdu la vie à l'hôpital Bellevue de New York à cause d'empoisonnements liés à l'alcool. Et ce n'était que le début. Lorsque la prohibition a finalement pris fin en 1933, les dégâts s'étaient clairs. Le programme fédéral d'empoisonnement avait involontairement causé la mort d'environ 10 000 personnes supplémentaires. C'est un rappel intrigant de la manière dont de bonnes intentions peuvent conduire à des résultats tragiques, nous invitant à réfléchir aux conséquences imprévues de cette soi-disant expérience noble. Numéro 13. La symbolique. Mal interprétée de la Statue de la Liberté. Symbole emblématique de la liberté et de l'émancipation, se dressant fièrement dans le port de New York, la Statue de la Liberté est souvent associée à l'immigration en raison de sa proximité avec Ellis Island, une porte historique pour les immigrants. Cependant, ses origines racontent une autre histoire. À l'origine, la liberté était conçue pour incarner l'esprit des Lumières, brandissant une torche symbolisant l'illumination du savoir et une tablette portant la date de l'indépendance américaine. Ce geste grandiose était un cadeau de la France aux États-Unis, commémorant le centenaire de l'indépendance américaine et renforçant l'amitié durable entre les deux nations. La connexion entre la liberté et l'immigration s'est approfondie lorsque Emma Lazarus a écrit « The New Colossus », un poème gravé sur le piédestal de la statue. Dans ses vers, la liberté s'est transformée en une mère nourricière pour les exilés, élargissant le récit au-delà de la simple symbolique. Cette exploration de l'histoire de la statue est un rappel poignant que notre perception de l'histoire peut être façonnée par des idées reçues, des exagérations ou des détails négligés. Elle nous invite à aborder les récits historiques avec un œil critique, en reconnaissant leur complexité. Numéro 12. La piste des larmes. Au début des années 1800, sous la présidence d'Andrew Jackson, un événement déchirant s'est déroulé. Le déplacement forcé des nations amérindiennes de leurs terres dans le sud-est des États-Unis vers des territoires situés à l'ouest du fleuve Mississippi. Cet épisode tragique, connu sous le nom de Trail of Tears, piste des larmes, constitue un sombre chapitre de l'histoire américaine. La loi sur le déplacement des Indiens de 1830 accordait au gouvernement l'autorité de saisir les terres détenues par les Amérindiens dans les régions de culture du coton à l'est, en échange de terres dans l'ouest, appelée la zone de colonisation indienne. Cependant, ce n'était pas un simple échange, mais un acte brutal et injuste exécuté par l'armée américaine. Les membres des nations Cherokee, Muscogee Creek, Seminole, Chickasaw et Choctaw ont été forcés de quitter leur territoire. Plus de 60 000 Amérindiens ont marché sur des milliers de kilomètres, affrontant des conditions difficiles et un manque de provisions. Ce voyage a entraîné des maladies, la famine et la mort, avec environ 4 000 Cherokees déplacés ayant perdu la vie. L'impact de ces déplacements forcés a dépassé la perte de vies humaines. Les nations amérindiennes ont non seulement subi des morts tragiques, mais ont aussi perdu leurs terres ancestrales et leur mode de vie. Numéro 11. L'héritage caché du mont Rushmore. Sous la façade emblématique du mont Rushmore se cache une histoire qui précède sa transformation en symbole de l'héritage présidentiel américain. Avant les sculptures colossales des présidents américains,
Cette terre détenait une signification sacrée pour la tribu amérindienne, Lakota Sioux, qui la nommait les Six Grands-Pères. En 1868, le gouvernement américain reconnut les Black Hills, où se trouve le mont Rushmore, comme faisant partie de la grande réserve Sioux par le traité de Fort Laramie. Cependant, la fascination pour l'or entraîna un afflux de colons, et le gouvernement américain ne respecta pas les termes du traité, ouvrant un chapitre controversé de l'histoire. Cette narration révèle une saga nuancée d'héritage autochtone, de droits territoriaux et de l'histoire complexe derrière les monuments nationaux. Le mont Rushmore, désormais emblème de la fierté américaine, résonne encore des échos non résolus de promesses rompues et de communautés déplacées, éclipsées par les imposants visages des présidents. Numéro 10. La bibliothèque d'Alexandrie et la perte de connaissances. Un lieu remarquable fut établi à Alexandrie en 295 avant Jésus-Christ, en Égypte, sur les ordres d'un certain Timaeus. Ce n'était pas un endroit ordinaire, mais une sorte de version précoce d'un institut de recherche, un précurseur de ce que nous pourrions appeler aujourd'hui un think tank. Timaeus, désireux d'attirer les esprits les plus brillants de l'époque, consulta son conseiller, Démétrios de Phalère, pour résoudre le défi d'attirer des penseurs renommés. Démétrios eut une idée brillante. Amener des livres de tous les coins du monde. Timaeus mit ce plan en œuvre et cela porta ses fruits. Des intellectuels tels que Platon et Xénodote d'Éphèse furent attirés par Alexandrie. Xénodote devint le premier conservateur de la bibliothèque, lançant une impressionnante collection d'environ 5000 livres uniques. Avec le temps, la bibliothèque élargit sa collection. Les navires entrant à Alexandrie étaient systématiquement inspectés pour leurs manuscrits. Les œuvres confisquées étaient conservées dans la bibliothèque, qui devint ainsi la plus grande du monde à l'époque, abritant environ 1 million de manuscrits. La bibliothèque contenait des œuvres de penseurs grecs, juifs, égyptiens et babyloniens, et d'importantes découvertes scientifiques y furent réalisées. Des laboratoires et même une école de médecine faisaient partie de cet havre intellectuel. Malheureusement, cette incroyable institution connut sa fin en 48-47 avant Jésus-Christ, à cause d'un incendie survenu lors d'un conflit entre Cléopâtre et son frère. Bien que des tentatives aient été faites pour la faire renaître, la gloire de la bibliothèque s'éteignit à mesure qu'Alexandrie devenait une province romaine. Numéro 9. L'histoire de la plomberie de l'ancienne Rome. Les Romains accomplirent quelque chose de remarquable pour leur époque. Leur réseau complexe d'aqueducs et de plomberies, bien que n'étant pas une invention originale, fut perfectionné pour devenir l'un de leurs plus grands exploits d'ingénierie. Ils construisirent d'immenses systèmes de tuyaux en plomb et en pierre, des égouts et des aqueducs, démontrant une expertise technique exceptionnelle. Célèbres pour leur contribution à la santé publique et à l'assainissement, les Romains furent des pionniers dans le développement de systèmes sophistiqués. Leur plomberie était remarquablement avancée, comme en témoignent les aqueducs monumentaux conçus pour transporter l'eau sur de longues distances jusqu'aux villes. Rome elle-même comptait sur 11 aqueducs pour fournir de l'eau aux bains publics, fontaines et habitations, jouant un rôle crucial dans le maintien de l'hygiène publique. Les Romains créèrent également des systèmes d'égouts étendus, dont la célèbre Cloaca Maxima, l'un des premiers systèmes d'égouts au monde. Cependant, malgré ces réalisations, les Romains utilisèrent, sans le savoir, des tuyaux en plomb, révélant une compréhension limitée des risques pour la santé. Cette erreur pourrait avoir contribué à l'empoisonnement au plomb et, selon certains, au déclin de l'Empire romain. Bien que leur système de plomberie fussent pionniers, les conséquences involontaires de l'utilisation de tuyaux en plomb illustrent une leçon précieuse dans l'histoire des avancées technologiques, soulignant la nécessité de considérer les inconvénients potentiels du progrès. Numéro 8. Des expériences ratées aux merveilles de la cuisine. Dans plus de 90% des foyers américains, un compagnon de cuisine commun réside, le micro-ondes. Cet appareil apparemment ordinaire, aujourd'hui omniprésent dans les maisons, n'est pas le fruit d'une création délibérée, mais d'un coup de génie accidentel. Imaginez cela. Il y a plus de 70 ans, un ingénieur américain nommé Percy Spencer, plongé dans une expérience liée au radar pour Raytheon, fit une découverte remarquable. Alors qu'il travaillait avec un magnétron actif, un tube à vide émettant des micro-ondes, Spencer remarqua un phénomène inattendu. La barre de chocolat dans sa poche avait fondu.
Cet incident étrange éveilla sa curiosité, l'amenant à entreprendre une série d'expérimentations. Le résultat fut une invention révolutionnaire et accidentelle. En 1947, Percy Spencer et son équipe dévoilèrent le premier four à micro-ondes commercialement viable, appelé le Raiderhunch. Exploitant les propriétés chauffantes des micro-ondes, cet appareil révolutionnaire cuisinait rapidement les aliments en agitant les molécules d'eau qu'ils contenaient. Initialement encombrant et coûteux, pesant environ 340 kg, le Raider Range était un luxe inaccessible pour beaucoup. Aujourd'hui, le micro-ondes a subi une transformation remarquable. Numéro 7. Les procès de sorcières en Europe. Un phénomène captivant s'empara du continent, au cœur de l'Europe du XVe au XVIIIe siècle. Une chasse implacable, connue sous le nom de Grande Chasse. Cette traque acharnée ne visait pas des bêtes au sens traditionnel, mais quelque chose de perçu comme bien plus sinistre, les sorcières. Alimentées par un mélange fiévreux de peur, de superstition et de fanatisme religieux, cette période, sinistrement surnommée l'ère des bûchers ou la Grande Chasse, marqua une ère entachée par les procès de sorcières. Durant ce sombre chapitre, environ 40 000 à 60 000 personnes furent victimes de cette panique, dont la majorité étaient des femmes. Les accusations de sorcellerie, souvent fondées sur des preuves faibles ou totalement fabriquées, devinrent un outil pour dominer et faire taire ceux qui osaient défier les normes sociales ou représenter une menace perçue pour l'ordre établi. Le chemin vers la condamnation était pavé de tortures, extrayant des aveux forcés d'alliances diaboliques et de sorcellerie malveillante. Les accusés, principalement des femmes, faisaient face à des sorts funestes, brûlées vives, pendues ou noyées. Les procès de sorcières restent une preuve troublante d'une Europe imprégnée de peur et de misogynie, illustrant les conséquences périlleuses de la panique sociétale, de l'injustice judiciaire et de la descente terrifiante dans l'hystérie collective. Numéro 6. La vie, pas si glamour des pirates. Dans le monde des récits et des légendes, les pirates sont souvent dépeints comme des aventuriers intrépides, naviguant sur les vastes océans à la recherche de trésors cachés. C'est une image peinte par la culture populaire, captivant l'imagination avec des récits palpitants d'escapades en haute mer. Cependant, la vérité derrière la vie des pirates est bien loin de cette image glamour. La réalité de l'existence des pirates était marquée par des difficultés et des périls. La vie à bord d'un navire pirate n'était ni glamour ni hygiénique, avec un accès limité à la nourriture fraîche et à l'eau potable. Des maladies comme le scorbut, causé par un manque de vitamine C, se répandaient rapidement, ajoutant aux défis constants auxquels faisaient face ces marginaux des mers. Les tempêtes, les combats ou les naufrages posèrent des risques constants, transformant la vie des pirates en une affaire dangereuse. De manière surprenante, les navires pirates fonctionnaient selon une forme de démocratie, élisant leurs capitaines et quartiers-maîtres par les votes de l'équipage. Cette divergence frappante par rapport aux hiérarchies rigides des navires de guerre et de commerce révélait un aspect différent de la société pirate. Malgré les notions romancées de trésors enterrés et d'aventures exotiques, la réalité pour la plupart des pirates était une existence éprouvante en mer, se terminant souvent par une mort violente ou l'emprisonnement. Cette mise au point permet de mieux comprendre les circonstances qui poussèrent des individus à adopter un mode de vie aussi difficile à cette époque. La vie de pirate, en fin de compte, n'était pas l'aventure exaltante que nous imaginons souvent, mais un voyage rude et dangereux, façonné par la mer impitoyable et la quête de survie. Maintenant, passons à la sélection du jour par nos abonnés. Dans la paisible ville d'Oak Ridge, des secrets murmurent à travers le bruissement des feuilles et se cachent derrière une façade de normalité. Parmi les enfants locaux, un pacte mystérieux a émergé, un accord tacite qui leur glaçait le sang. À l'école, il est interdit de parler de ces 20 faits historiques terribles, une liste si horrifiante qu'elle était gardée sous clé, comme un trésor interdit. Chaque élève en avait connaissance, mais personne n'osait briser le tabou. À voix basse, ils évoquaient le jour où Madame Johnson disparut après avoir osé mentionner ces faits interdits lors d'un cours d'histoire. Les rumeurs parlaient de conspirations impliquant des voyages dans le temps et de sociétés secrètes protégeant ces sombres vérités. La liste interdite elle-même contenait des récits de civilisations perdues, d'empires hantés et de figures mystérieuses effacées des annales du temps.
On disait qu'elle détenait la clé pour comprendre les ombres non dites qui planaient sur Oak Ridge, voilant de mystère son passé. La curiosité rongeait les esprits, Zregnalé tentant de dévoiler ce savoir défendu. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ces 20 faits historiques terribles avaient le pouvoir de transformer leur compréhension de l'histoire et de défier les fondations mêmes de leur réalité. Qu'en pensez-vous? Numéro 5. Le petit âge glaciaire. L'époque connue sous le nom de petit âge glaciaire, qui s'étendit de 1330 à 1850, n'était pas simplement une histoire d'antan, mais une réalité glaciale gravée dans la vie de ceux qui l'ont endurée. La chaleur tant désirée de l'été s'effaçait dans le froid, enveloppant les paysages européens d'une fraîcheur implacable. Les hivers rigoureux devinrent la norme, et même les étés déçurent, avec des gelées inhabituelles en juillet et août. Au XVIIe siècle, un froid anormal persista pendant des années, réduisant les rendements agricoles et provoquant des famines. La nature, autrefois abondante, se montrait hostile. Des animaux succombaient au froid glacial, et le ciel d'hiver voyait des oiseaux gelés en plein vol. Alors que l'Europe luttait pour survivre, des artistes capturèrent ce tableau sombre sur leur toile, comme George Morland dans Briser la glace, où il dépeint une famille affrontant des vents glacés pour puiser de l'eau dans un réservoir gelé. Le bilan humain reste un mystère, certains mourant de faim, d'autres de maladie ou d'hypothermie. Les scientifiques attribuent pour les origines du petit âge glaciaire à un ralentissement du Gulf Stream et à une intensification de l'activité volcanique affectant l'énergie solaire. Aujourd'hui, alors que nous faisons face aux conséquences du réchauffement climatique, la balance climatique de la Terre continue de basculer, avec des impacts profonds sur l'humanité. Tout comme le petit âge glaciaire a marqué l'histoire, notre trajectoire actuelle vers un réchauffement planétaire apporte son lot de défis, nous incitant à préserver l'équilibre fragile de notre maison commune. Numéro 4. La Grande Guerre des émeus en Australie. Dans les années 1930, l'Australie a connu une bataille étrange, surnommée la Grande Guerre des émeus, prouvant que les conflits ne sont pas l'apanage des humains. Après la Première Guerre mondiale, le pays dut faire face à une crise agricole aggravée par un ennemi inattendu, les émeus. Ces grands oiseaux incapables de voler migrèrent à l'intérieur des terres à chaque saison de reproduction, semant le désordre dans les nouvelles terres cultivées des fermiers de l'Ouest australien. Désespérés, de nombreux agriculteurs, anciens soldats, demandèrent l'aide du gouvernement australien. En réponse, ce dernier déploya une petite force militaire armée de mitrailleuses pour réduire la population d'émeus. Cependant, ces oiseaux résilients et rapides s'avérèrent être des adversaires redoutables. Le public, outré par le traitement réservé aux oiseaux et par l'échec des militaires, exprima son mécontentement, conduisant à l'abandon de l'opération. Finalement, le gouvernement adopta une approche différente en instaurant un système de primes pour gérer la population d'émeus, une méthode plus efficace. Ce chapitre particulier de l'histoire australienne met en lumière les défis inattendus de la gestion agricole et les complexités des conflits entre humains et animaux. Numéro 3. La famine du Bengale en 1943. La famine du Bengale en 1943 se dresse comme une preuve intrigante des ravages causés par les catastrophes d'origine humaine. Au cœur de l'Inde coloniale, cette tragédie se déploya, emportant entre 2 et 3 millions de vies au XXe siècle. Ce n'était pas seulement le résultat de la cruauté de la nature ou de la défaillance des cultures, mais une conséquence terrifiante des décisions politiques en temps de guerre prises par l'administration britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les champs du Bengale, les récoltes de riz prospéraient, promettant de nourrir la population locale. Cependant, la politique de la terre brûlée de l'Empire britannique, mise en œuvre par crainte d'une invasion japonaise, transforma la prospérité en péril. Les bateaux et les bœufs, essentiels pour la distribution des aliments, furent impitoyablement saisis et détruits. Parallèlement, les besoins militaires urgents prirent le pas sur l'approvisionnement alimentaire local, provoquant une flambée des prix du riz et des pénuries alimentaires aiguës. Alors que les rapports de famine de masse s'accumulaient, les efforts de secours tardèrent en raison des exigences stratégiques de la guerre et de la négligence des responsables britanniques. Ce n'est qu'à la fin de 1943 que l'ampleur catastrophique de la famine ne put plus être ignorée, entraînant la mise en œuvre de mesures de secours importantes.
La famine du Bengale, gravée dans les annales de l'histoire, demeure une illustration poignante des conséquences tragiques de la domination coloniale et un rappel saisissant du coût humain des décisions politiques. Numéro 2. Le pape Grégoire IX a déclaré la guerre aux chats. Dans les méandres curieux des relations entre humains et animaux, les chats ont suscité des réactions variées, allant de l'adoration à, de manière surprenante, la guerre. Un épisode aussi singulier s'est déroulé au XIIIe siècle lorsque le pape Grégoire IX, à la barre de la papauté, lança une étrange croisade contre les chats. Le catalyseur de cette animosité féline n'était autre que Conrad de Marbourg, l'inquisiteur papal et confesseur, qui suivait scrupuleusement les directives du pape. Conrad, personnage enveloppé de mystère, aurait extorqué des aveux à des âmes malheureuses, suggérant des alliances impies entre les chats et le diable. Ces aveux douteux, obtenus sous la contrainte de la torture, devinrent les munitions du pape. De 1227 à 1241, le monde catholique, tel un chat aux griffes déployées, déclara une hostilité ouverte envers les chats, en particulier les noirs, considérés comme porteurs de l'esprit malveillant de Satan lui-même. Les années 1233 à 1234 marquèrent un chapitre macabre de l'histoire. Une purge massive des chats orchestrée par les fidèles de l'Église. Le décret papal transforma ses compagnons autrefois aimés en boucs émissaires, vus comme des porteurs de forces diaboliques. Ainsi, un chapitre de l'histoire s'ouvrit où le choc des idéologies conduisit à une époque sombre, où même les créatures les plus mystérieuses et élégantes ne furent pas épargnées par les vagues de la folie humaine. Numéro 1. L'histoire de la langue anglaise. En suivant les traces des Angles, des Saxons et des Jutes sur le paysage ancien des îles britanniques, durant les années 450 après Jésus-Christ, une langue ancestrale a émergé. L'évolution linguistique s'est déployée à travers les âges, révélant une transformation captivante de la langue anglaise, divisée en 3 actes distincts, l'anglais ancien, l'anglais moyen et l'anglais moderne. Le Xe siècle marqua un moment clé lorsque la Normandie et l'Angleterre se rencontrèrent, donnant naissance à une fusion linguistique sous l'égide d'une gouvernance partagée. L'anglais moyen, le chapitre suivant, illustra l'influence indélébile des idéaux normands, une danse avec l'ancien français qui grava sa marque sur l'essence même de la langue. Avançons jusqu'à l'ère de Shakespeare, un tournant où le paysage linguistique vibrait d'une vitalité nouvelle. Shakespeare, véritable maître de la langue anglaise, façonna sa forme en introduisant plus de 1200 mots nouveaux, une harmonie linguistique résonnant à travers les âges. Ces coups de pinceau linguistiques peignirent la trame de l'anglais moderne, une langue désormais parlée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde, transcendant les frontières et les cultures. Dans cette aventure linguistique, le temps et la langue s'entrelacent, dansant main dans la main, comme une preuve du mosaïque en perpétuel mouvement qui définit la langue anglaise. Les échos du passé résonnent dans les mots que nous prononçons aujourd'hui, rappelant que la langue, tout comme l'histoire, est un être vivant, en constante évolution et infiniment fascinant. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.